C'est une côte unique par sa physionomie, son unité, ses dimensions. Pensez donc, depuis le bassin d'Arcachon jusqu'à Bayonne, ce désert de sable blanc coincé entre l'océan et la forêt s'étend sur plus de 200 km. C'est la plus longue plage de sable fin en Europe. Un espace bien connu des vacanciers et des surfeurs, enfin bien connu, pas si sûr. D'où vient tout ce sable? Comment ces dunes sont-elles nées? Pourquoi trouve-t-on ici les plus grands lacs côtiers de France? Des lacs qui cachent des trésors d'archéologie et d'histoire. Pour le savoir, aujourd'hui, cap sur les Landes, la Côte d'Argent. C'est au nord de Mimizan que nous commençons notre voyage vers la dune. Base de départ, la plage. Depuis des millénaires, la mer, le vent déposent ici des quantités inimaginables de sable. Mais l'aspect désertique de cet espace est trompeur. La preuve avec Hervé Thomas, naturaliste, aujourd'hui en mission pour l'ONF. Bonjour Hervé. Bonjour. De loin, on pourrait presque croire que vous promenez en dilettante à, je sais pas, ramasser des coquillages, chasser le papillon. En fait, vous travaillez, c'est ça? En fait, je regarde les laisses de mer, hein, c'est-à-dire ces dépôts là qui sont abandonnés par la mer à chaque marée. C'est ce qu'on voit là tout le long. Voilà, tout ce cordon là, qui marque d'ailleurs le niveau de la dernière haute mer. Hein, quand elle se retire, elle laisse tout ça. Alors pourquoi étudier cette laisse de mer? Ouais, parce qu'en fait, on a souvent tendance à assimiler ça à un déchet. Et alors que c'est à l'origine de un petit écosystème, toute une source de vie. Si vous ramassez toute la laisse de mer, vous allez supprimer des petites bêtes dont, c'est vrai, personne n'a grand-chose à faire, elles ne sont pas très spectaculaires, mais vous allez aussi supprimer les oiseaux qui s'en nourrissent, hein, que l'on voit se balader là comme ça sur la plage, et vous allez impacter toute une faune aussi qui est au niveau de la dune, ainsi que les plantes de la dune. On va voir? On va voir. Allez. Là, nous sommes dans la partie qu'on appelle quoi, le pied de dune? Pied de dune ou haute plage, c'est difficile, la frontière elle est difficile à dire. Dès qu'on commence à avoir des plantes, souvent on considère que c'est le début de la dune. Ben là il y a tout un tas il n'y a pas beaucoup d'espèces, hein, mais c'est des espèces qu'on ne peut pas trouver ailleurs. Donc il y a des insectes très très typiques, comme tout un tas de bêtes que je vais essayer de vous montrer. Tenez, regardez là, voilà. Ah oui, d'accord. Voilà, ce sont ces espèces-là qui servent d'indicateurs. Hein. Toutes les espèces qui vivent là, elles sont vraiment spécifiques de ce milieu. Totalement. Et avant d'être prédatées par des oiseaux, elles ont leurs propres prédateurs qu'on peut souvent trouver sous des troncs plus petits. Hein, voilà, ça c'est le perce-oreille des dunes, très très typique. Hein, c'est vraiment une bête qui se confond avec le sable pour pas que les oiseaux les voient. Voilà, et c'est très très rapide. Il y a tout un foisonnement de petites formes de vie là, qui sont très très discrètes et qui nourrissent tout un écosystème ici. Et elles participent à la minéralisation du sol, à cet engrais qui est indispensable pour les plantes qu'on va avoir ici et qui vont être à l'origine de la dune. Un petit mot sur ce sable, il est quand même magnifique, hein, il fait la réputation de la côte landaise. D'où il vient ce sable? Le sable, c'est dû à l'érosion, à l'usure des continents. Mais à l'origine, c'est nos montagnes, hein, c'est les Pyrénées, c'est le Massif central qui se retrouvent sous cette forme-là. Beaucoup de sable, je comprends, mais alors pourquoi des dunes? Le principe, il est toujours très simple. On va avoir un obstacle qui est face au vent. Le vent transporte du sable sec, comme ça. Il va taper contre l'obstacle et il va s'accumuler, comme ça, au pied, créer un petit monticule qui, avec le temps, va devenir de plus en plus grand, qui peut recouvrir l'obstacle. Mais après, il suffit qu'il y en ait un autre par-dessus et on aura érigé une dune. Et ça se fait naturellement. Durant des siècles, dans les Landes, les hommes ont fui le bord de mer. Difficile d'imaginer à quel point le sable ne cessait de gagner du terrain, recouvrant habitat, culture. Ce n'est qu'au XIXe siècle qu'un ingénieur des ponts et chaussées, Nicolas Brémontier, lança un grand programme de boisement afin d'arrêter la marche envahissante des sables. Aujourd'hui, c'est l'Office national des forêts qui gère et protège 80% de la côte sableuse. Fixer les dunes reste une nécessité. Qu'est-ce qui se passerait si cet équilibre était rompu? Ce serait un petit peu la catastrophe parce qu'on retomberait 200 ans en arrière avec à nouveau l'envahissement des sables et l'enjeu économique qu'il y a derrière disparaîtrait. Dans les outils à la disposition de l'homme, il y a des outils naturels. On a toujours entendu parler de l'Oya à l'école, c'est ça? Voilà.
On se trouve devant un pied d'Oya. On en a partout ici. C'est une graminée qu'on a utilisée pour fixer les sables. Elle a besoin de sel et de sable pour vivre. L'Oya a un réseau racinaire extrêmement important. Le réseau racinaire, c'est une véritable toile d'araignée qui est là pour capter les moindres pluies. Dès qu'une pluie tombe, les racines vont capter tout ça. Et ce réseau racinaire, comme on voit qu'il y a des Oyas partout, ça entretient justement la cohésion des sables et donc ça contribue à ériger la dune. On a d'abord connu la façon dont vivent ces plantes avant d'exploiter ce qu'on connaissait pour justement le maintenir pour les générations futures. Cap vers le lac de Sanguinet, une immense étendue d'eau de 11 km sur 10. Avec Courtin, Lacanau, Biscarrosse, l'Aquitaine compte les plus grands lacs côtiers de France. Mais celui de Sanguinet cache quelque chose qu'il est impossible d'imaginer. Salut André. Bonjour Eric. Tu vas bien? Comment vas-tu? Bah écoute, avec le soleil, ça va bien. Bienvenue à Sanguinet. Bon, on embarque alors pour une expédition, c'est ça? Voilà, une petite expédition un peu spéciale et avec un objectif non moins spécial. Bienvenue sur le bateau du Centre de recherche et d'études scientifiques de Sanguinet. À son bord, rien que des bénévoles qui, tous les week-ends, toutes les vacances, viennent ici vivre des émotions dignes du commandant Cousteau et d'Indiana Jones. Si on était venu, André, il y a quelques siècles, qu'est-ce qu'on aurait vu ici? Alors il y a un peu plus que quelques siècles, mais il y a quelques millénaires, ici on ne pourrait pas naviguer parce qu'on serait dans une petite vallée avec des forêts. Et au milieu de cette vallée, il y a une petite rivière qui coule que depuis nous avons appelée la Gourgue. Pourquoi il y a un lac qui apparaît? Ce qui s'est passé, c'est que complètement à l'ouest, côté océan là-bas, les dunes se sont formées. Et cette petite rivière, donc la Gourgue, s'est retrouvée bouchée. Et donc l'eau qui continuait à arriver dans cette vallée a créé un lac initial. Et ce lac, petit à petit, a grandi pour devenir l'étendue d'eau que l'on connaît aujourd'hui au XXIe siècle. Ça veut dire que ça a recouvert des choses, ça a recouvert quoi? Ah mais ça a recouvert plein de choses, mais je ne vais pas te le dire, on va plutôt aller les voir. Allez, d'accord. Les eaux du lac de Sanguinet offrent peu de visibilité. Il faut progresser doucement pour ne pas soulever la vase. Et puis soudain, à 5 mètres de profondeur, les vestiges d'un monument. Nous voici à Lauza, petit village du 1er siècle après Jésus-Christ. Une mentio, autrement dit un village-étape, une station-service sur la voie romaine. On y trouvait gîtes couverts, mais aussi de quoi vénérer les dieux. On arrive sur un fanum qui est un petit temple du début de notre ère, c'est-à-dire on est avec les Gallo-Romains. Et là on a tous les vestiges, toutes les fondations du temple qui sont toujours visibles, qui sont construites en garluche, la pierre landaise, ou en minerai de fer aussi, qui était très présent sur le site. Fanum, c'est un petit temple, quelles sont ses dimensions? Là, il fait à peu près 15 mètres de côté et il a 2 pièces. Il y a une cella, c'est-à-dire une petite pièce au milieu qui est dédiée justement au culte. Et donc, l'épaisseur du mur, comme tu peux le voir, fait à peu près 45 cm de large et il reste à peu près 60 cm de hauteur de ce mur. Et donc, on peut faire le tour complet de ce temple qui est un carré d'environ 15 mètres de côté. Dans le musée de Sanguinet, on voit beaucoup d'objets qui ont été trouvés ici. Oui, alors, il y a quoi? beaucoup de céramique, alors tout à la fois de la céramique usuelle, de fond commun pour la cuisine, de la céramique domestique et des céramiques plus fines. On a retrouvé également, je crois, dans le temple, des objets de culte un peu particuliers. Oui, alors tu as un fragment de statuette de déesse mère, telles qu'on les connaît assez bien dans le monde gréco-romain. Et on a aussi des éléments de chenets de culte, des chenets de cheminée avec un décor zoomorphe qui signe là plutôt une tradition locale, indigène. Mais sur ce site, il y a eu un véritable trésor, au sens premier du terme, trouvé. Oui, si on veut. Il y a, comme beaucoup de sites antiques, on trouve pas mal de monnaies. Et le long de la déviation de la voie romaine, il y a un petit dépôt monétaire qui a été trouvé dans un gobelet. Au total, sur l'ensemble du site, on dépasse les 180 monnaies. Et dans ce trésor monétaire, tu as pas mal, notamment de monnaies de contrefaçon et de contrebande. Ah oui? C'est un trésor qui est daté entre les années 350 et 400. Et avec des monnaies à l'effigie d'empereurs autoproclamés gaulois, des fausses monnaies qui viennent de Londres aussi. Donc ça permet de retracer tout un réseau d'échanges qui transite en partie par ce site. André, c'est sur ce site que tout a commencé, hein? Oui, il y a un peu plus de 30 ans, c'est sur ce site qu'un baigneur
Quelqu'un qui venait peut-être pendant l'été a trouvé les premières céramiques. Et ça a été le début d'une grande histoire et d'une grande aventure pour le Cress. Et depuis Et depuis, on a trouvé plein d'autres choses. Et d'ailleurs, on va t'y amener. L'intérêt du lac de Sanguinet, c'est que les hommes n'ont cessé de se déplacer au fil des siècles, suivant la montée des eaux, les lieux de vie n'étant jamais réoccupés. Conséquence, plus on plonge profond, plus on remonte le temps. Exemple, l'Esteille du Large, à 8 mètres sous les eaux. On y a retrouvé une énorme accumulation de morceaux de bois, de troncs, en fait une double enceinte qui protégeait un petit village datant du 2e âge du fer, soit 500 ans avant Jésus-Christ. Là encore, beaucoup de céramique et même quelques bijoux, des fibules, cette agrafe métallique servant à fixer les extrémités des vêtements ou encore ce petit bracelet en métal d'une extrême finesse. Encore plus loin, encore plus profond, 13 mètres, le site de Pout-Blanc. On y a trouvé un fond de cabane en bois avec pieux, solives et mortaises. Le plus extraordinaire peut-être, ce sont les découvertes des pirogues monoxyles. C'est quoi exactement, Bernard? Ce sont des pirogues, tout simplement, qui sont creusées dans un arbre, dans le tronc d'un arbre. Alors, soit du pin, soit du chêne. Chez nous, il y en a 4 en chêne et 35 en pin, et en pin maritime. Alors, il faut savoir que, par exemple, dans certaines typologies de pirogues, il y en a 2, 3 qu'on pourrait appeler des chalands presque. Elles font 1,10 m, 1,13 m de large. Nous avons une planche arrière qui coulisse dans une rainure. Et cette typologie, on la retrouve en Angleterre, on la retrouve en France du côté de Saint-Nazaire, du côté du Brivet, et aussi dans les lacs suisses. La plus ancienne embarcation date du début de l'âge du bronze, soit plus de 3500 ans. C'est l'une des plus vieilles au monde. Les 39 pirogues mises au jour par ces bénévoles landais constituent une découverte archéologique majeure, car elles ouvrent la voie à certaines hypothèses. Il faut savoir qu'à l'époque gallo-romaine, le lac se ferme, il n'a plus son débouché sur l'océan. Les pirogues qui sont associées à cette période sont relativement réduites. Elles font environ 4-5 mètres de long. Plus on remonte le temps, plus on avance dans l'âge du fer et puis l'âge du bronze, les pirogues prennent en volume, en dimension, et on a vraiment l'impression qu'elles sont destinées en partie à faire du cabotage le long de la côte, et donc à favoriser les échanges entre les communautés locales et le reste de la région. Vous savez ce que j'ai découvert, moi? C'est votre aventure humaine à vous tous. C'est effectivement une aventure humaine pour tous les gens qui sont intervenus de près ou de loin sur les activités du Cress. Et l'objectif, c'est le coffre-fort qui est derrière nous, ce lac, qui protège les sites. Et il suffit de trouver les clés pour ouvrir les portes blindées petit à petit et trouver ce qu'il y a dessous. L'eau, le ciel, la côte landaise ne cessent de célébrer leurs fiançailles. Et quoi de mieux pour s'en rendre compte qu'un vol en hydravion? Jean-Luc Langeard préside une association qui facilite la pratique de l'hydraviation. Des stagiaires viennent ici du monde entier, du Canada, des Maldives, de Tahiti, pour acquérir les compétences supplémentaires qu'exigent ces aéronefs. Nous approchons de notre piste d'amérissage, le lac de Biscarrosse. Jean-Luc, piloter un hydravion et piloter un avion, c'est pas tout à fait la même chose quand même. C'est un instant de liberté supplémentaire. On se pose là où on veut, en fonction des événements météorologiques, de la situation du lieu, de la nature. Et on est beaucoup plus proche de la nature en hydravion qu'en avion, qui se rapproche assez du bateau à voile. Donc on est confronté à tous les éléments du milieu naturel. On dit d'ailleurs quand on se déplace sur l'eau comme ça, comme on le fait tout de suite, qu'on navigue à la voile. On n'a pas de voile. Ah oui. Mais nos ailes, ce sont nos voiles. Alors, vous vous sentez plus marin ou plus pilote? Les deux, mon capitaine. Oui, vraiment. L'élément aquatique, il est omniprésent. Ah oui, oui, oui. Nous, on aime l'eau. Hein. Ouais. On aime l'eau, on aime l'aviation. La synthèse des deux, c'est l'hydraviation. On ne dit pas aéroport, mais hydrobase. Est-ce qu'il y en a beaucoup en France? Non, il n'y a que 2 hydrobases en France, celle de Marignane et celle de Biscarrosse. Le Marignane, c'est l'étang de Berre, mais qui est réservé aux Canadair. Biscarrosse, c'est la seule hydrobase ouverte à l'aviation générale. Peu de gens le savent, mais c'est à Biscarrosse que s'est écrite l'une des plus belles pages de l'histoire de l'aviation. 1930, un petit village de Résigné-des-Landes que rien ne prédestinait à un avenir aéronautique est choisi par un industriel installé à Toulouse, Pierre-Georges Latécoère.
Il décide d'y installer le lieu de montage et d'essai des plus grands hydravions français. Le défi de l'époque est de faire voler des longs courriers, des avions de plus en plus lourds. Impossible de construire à travers le monde des pistes assez longues. La solution paraît évidente, la Terre est recouverte aux 3/4 d'eau. L'invention de l'hydravion, on la doit à quel pays? Écoutez, l'invention de l'hydravion est française. C'est Henri Fabre, le premier, qui en 1910 réussit à faire décoller, mais également se poser un hydravion sur l'eau. Biscarrosse, c'est Pierre-Georges Latécoère, l'aéropostale des pilotes au nom mythique, Mermoz, Saint-Exupéry, Guillaumet. Ils sont venus ici, ces grands pilotes, ces grands noms? Absolument, les trois sont venus. Donc Mermoz, lui, a pris en main la Croix du Sud. Il était vraiment très impatient de pouvoir piloter cet appareil. C'est vrai que sur le tronçon de l'aéropostale, il y avait une partie Dakar-Natal qu'il fallait effectivement traverser. Les appareils terrestres de l'époque n'avaient pas une autonomie de vol suffisante pour faire la traversée d'une seule traite. Et donc là encore, l'hydravion s'est imposé. Cet avion, la Croix du Sud, c'est le Latécoère 300. C'est une étape pour Pierre-Georges Latécoère? C'est une étape. C'est le premier hydravion qu'il utilisera pour transporter le courrier. Et Mermoz effectuera de très nombreuses traversées à bord de cet hydravion et il périra à son bord en 1936. Biscarrosse va voir naître des avions de légende. 1935, voici le Latécoère 521, lieutenant de vaisseau Paris. C'est le premier jumbo transatlantique de l'histoire de l'aéronautique. À son bord, 72 passagers et aux commandes, Henri Guillaumet, le pilote au sourire ravageur, le héros qui a survécu à un accident dans la cordillère des Andes. Embarquement lac de Biscarrosse, destination New York. Biscarrosse, New York, déjà ça fait rêver. Est-ce qu'il y a eu d'autres destinations? Oui, il y a eu une destination, Biscarrosse, Fort-de-France, une ligne vers les Antilles pour lancer un nouvel hydravion et non des moindres de chez Latécoère. Il s'agit du Latécoère 631 et à l'époque c'était le plus grand hydravion au monde, donc 60 mètres d'envergure, plus de 37 tonnes, vraiment un géant des airs. Mais il faut comprendre que sur ces hydravions, il y avait un équipage de 11 hommes au minimum. Voilà, et les mécaniciens pouvaient aller réparer les moteurs en plein vol, donc c'était vraiment des missions très périlleuses. On est dans l'âge d'or de l'hydraviation, donc c'est le grand luxe. Il faut dire que ces hydravions devaient rivaliser avec les paquebots de l'époque. Il y a même des couchettes. Oui, parce que ces hydravions étaient équipés pour 40 à 60 passagers en version jour et 40 en version nuit. À ce moment-là, c'est la fierté française, cet avion-là. C'est la fierté française, c'est l'hydravion qui a été utilisé par Air France et c'est effectivement cet hydravion qui va relancer l'aéronautique française après-guerre. Ce qui est incroyable, c'est qu'on n'a pas fait seulement que construire des avions à Biscarrosse. Non, Biscarrosse a été un aéroport international. Un hydroport, on va dire. C'était en effet la seule hydrobase en France qui pouvait accueillir diverses compagnies étrangères, comme les compagnies américaines, la Pan Am ou la BOAC côté anglais. Nous mettons cap au sud, destination un autre lac côtier des Landes, celui de Léon, où nous avons rendez-vous avec des bateliers. Et bonjour. C'est ici le point de départ pour l'aventure? Oui. C'est ici l'aventure. Encore une aventure. Une expédition qui, depuis plus de 100 ans, fascine et émerveille la descente du courant du Cher. Un voyage où les décors, les sensations se succèdent. D'abord, on traverse l'immense plan d'eau au milieu des nénuphars. Puis après un quart d'heure de rame, on pénètre dans un delta marécageux, une frontière, un sas. C'est une ambiance très particulière, c'est ce qu'on appelle des marais flottants, ça. Oui, il n'est pas possible de circuler à pied sur les bords. L'eau circule de tous les côtés. Les arbres sont en train de stabiliser tout ça, les aulnes glutineux. Et après, il y a également des saules. Ces arbres-là raffolent de l'eau. Et tous ces deux espèces d'arbres, aulnes et saules, sont en train de... Ça gagne, tout doucement. Et ça stabilise. Le marais flottant qui devient plus flottant, du coup, après. Et là, maintenant, c'est changement de décor radical. C'est l'Amazonie landaise. Ouhou. La grande aventure.
parlez d'Amazonie, je comprends pourquoi maintenant. Et oui, il y a beaucoup de branches, beaucoup de troncs, beaucoup d'éléments. Et ces éléments sont indispensables, il faut les garder. C'est ce qu'on appelle une forêt-galerie, c'est Oui. ça? Alors ce qui se passe, c'est que les arbres ont besoin de lumière. Et comme au-dessus d'eux, c'est déjà occupé, ils vont devoir pousser, pencher pour chercher la lumière, donc là où il y en a, donc au-dessus de la rivière. Et bien sûr, ça pousse des deux côtés de la berge. Donc du coup, très souvent, les arbres se rencontrent. Et parfois même, ils se tiennent mutuellement. Cet univers aurait très bien pu rester inconnu du grand public s'il n'y avait eu, au début du XXe siècle, un certain Maurice Martin. Journaliste, poète, mais surtout visionnaire. C'est lui qui, s'inspirant du terme Côte d'Azur, eut l'idée de baptiser la côte landaise Côte d'Argent. Pour cela, il organisa une expédition en compagnie de la presse, de grands écrivains. 1908, l'équipée descend tant bien que mal le courant du Ché. Les prestigieux visiteurs sont conquis, les premiers touristes arrivent, les pêcheurs deviennent bateliers. Vous êtes les héritiers de cette histoire. C'est une communauté quand même, hein, les bateliers. Ah, c'est très particulier. Alors le batelier, si vous voulez, de nos jours, nous sommes des travailleurs indépendants, des artisans, on peut dire. Tous les midis et tous les soirs, nous mettons en commun ce que nous gagnons et nous partageons. Que nous ramions 2, 3 ou 4 heures, un passager ou 6 passagers, tout est mis en commun et partagé. C'est très physique, très technique. C'est pour cela que batelier, nous cumulons plusieurs activités. On ne peut pas être que batelier. C'est trop précaire comme activité. Il faut 2 heures pour rejoindre, 4 kilomètres plus loin, le terminus des bateliers. Le paysage a encore changé. Fini la forêt-galerie, les espaces se sont ouverts. Au sommet des dunes, on sent le souffle de l'océan. Quel voyage, hein, après l'Amazonie, les dunes et puis là, l'océan. Effectivement, ici on se trouve donc à Huché, hein, qui est l'ancienne embouchure du courant. Il faut savoir qu'à l'époque, effectivement, les dunes n'étaient pas encore fixées, hein, et donc le sable s'écroulait dans ces courants et venait obstruer. Donc les habitants ici des alentours venaient régulièrement déboucher le courant. Donc c'était des travaux titanesques. C'est-à-dire qu'à un moment, la dune a fait barrage, ça aurait pu devenir un lac, comme Biscarrosse par exemple. Effectivement, mais le courant a contrebalancé justement cet apport de sable et a continué à se frayer un passage dans ces dunes anciennes. Ce qui explique que le courant fasse un angle droit quasiment ici. Effectivement, il est venu donc buter sur cette dune qui était en train de s'édifier. Il est parti donc vers le sud, retrouver une nouvelle embouchure. C'est une partie où vont les bateliers, ça? Non, les bateliers s'arrêtent ici. Et ensuite, je vous emmène pour découvrir nous on y va alors. La dune. Grâce à toi, super, on te suit. Depuis 1981, le courant du Ché est une réserve naturelle, un espace unique, réglementé, protégé. Naviguer ici est un privilège. Nous, on y vient de temps en temps pour justement exercer notre rôle de suivi scientifique. Mais ici, c'est une partie qui est totalement vierge et inutilisée. On est presque seul au monde, là. On est seul au monde, voilà. Vu avec notre drone, c'est quand même assez étonnant, cette juxtaposition des couleurs même qu'il y a. Effectivement, c'est un petit peu la richesse du site, hein. C'est justement cette multitude de milieux naturels qui sont juxtaposés, imbriqués l'un dans l'autre, à la fois aussi avec la présence de l'eau douce, de l'eau saumâtre. Hein, et cette diversité de conditions de vie génère une diversité d'habitats, de flore et aussi de faune, d'où la création de la réserve naturelle. Là, c'est le bouquet final, parce que l'océan, ça y est, il est ici. Tout à fait, on l'entend, on est à quelques encablures. On arrive sur la plage de Molietz et il reste à peu près 1 kilomètre à parcourir pour vraiment toucher les eaux de l'océan. Un courant qui se jette dans l'océan, il n'en reste pas tant que ça. Il y a plusieurs courants côtiers sur la côte landaise ici, mais c'est le seul qui a gardé ce caractère très sauvage, c'est-à-dire qu'il n'a pas été endigué. À t'entendre, on a presque l'impression qu'il a une personnalité, ce courant. Il est libertaire, fort, puissant. Tout à fait, il dessine son lit, voilà, au gré des saisons, au gré effectivement de l'océan. Donc c'est toujours magique de voir ce spectacle qui change perpétuellement. Merci François, c'était une belle balade. Je te laisse remonter. Oui. Marcher le long de la Côte d'Argent, parcourir ces kilomètres de plage, ces kilomètres de sable, c'est en quelque sorte entreprendre une longue traversée
du désir, un désir toujours assouvi, car ce pays sait récompenser les âmes curieuses. Les Landes offrent non seulement la beauté envoûtante de ses paysages, mais aussi de magnifiques aventures humaines.